Bonjour. Salut, Salut. salut les camarades. Ah, bah, c'est bien quand ça commence pas loin de chez moi, c'est pratique. Hein. Ah. Bon, c'était fortuit. Hein. Maintenant, j'ai plus qu'à me faire élire pas loin de chez moi. Hein. Ah, ce sera plus simple. Hein. Ouais, voilà, on va voir. Hein. Non, on va voir, c'est tout vu. Alors ça va partir quand là, les élections, alors la date? Eh ben, c'est le 21 septembre le premier tour, et puis je dépose la candidature en début de semaine prochaine. Je pensais lundi, mais la suppléante elle est disponible que mardi pour finir les papiers. Voilà, puis j'irai à la préfecture dans le 15e. Et il n'est pas possible, disons qu'une personne qui n'a pas de bulletin de vote puisse l'imprimer sur son imprimante? Si, c'est possible. On le mettra en lien justement pour que les gens puissent imprimer. Comme c'est des A6, on mettra 4 bulletins sur un A4 et les gens pourront couper. Voilà. Parce que c'est pas sûr du tout qu'on fasse des bulletins de vote parce que bon, ça coûte cher et on va jamais atteindre le seuil de 5% pour le remboursement. Donc ce qui compte, ça va être surtout les médias et puis avoir des affiches pour communiquer. Je vais faire une affiche en interpellant les gens des classes supérieures du 5e, 6e et 7e arrondissement, en comparant la suite, voilà. Voilà, parler des gens, est-ce que vous voulez pas qu'il y ait plutôt des référendums d'initiative citoyenne plutôt que les gens manifestent dans la rue et se fassent à crever les yeux, à gazer, etc. Quoi, voilà, c'est un peu plus pacifique quoi, comme ça se passe ensuite. Et qu'est-ce qu'il y aura sur l'affiche? C'était une idée ou... On a une affiche standard là, qu'on va réutiliser, la format 1, mais c'est sur l'affichette parce qu'on a droit à une affichette de format 3. Et là je mettrai, déjà on mettra le nom du candidat suppléant, et puis je vais interpeller un peu, en particulier en comparant avec la Suisse, et est-ce que vous voulez laisser du pouvoir au peuple en fait, en gros, poser des questions aux gens des quartiers parmi les plus bourgeois de Paris, 5e, 6e, 7e, c'est les quartiers riches. Hein. Oui, ils ne sont pas trop référendum, je pense. Voilà. Oui. En France, il y a 3/4 des Français qui sont pour, mais je serais bien curieux d'un sondage juste pour ces arrondissements, pour voir à quel niveau ça descend. Effectivement, il y a beaucoup des 25% qui sont contre. Quoi. Ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le partager. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est partager le pouvoir. C'est un pouvoir qui doit être égal à tout le monde. C'est le principe du référendum. Quoi. Un homme, une voix, quoi. Un homme, une voix. Après, bon, tout dépend aussi de la médiatisation, parce qu'après, ils ont la médiatisation pour influencer les gens. C'est pour ça que les milliardaires, ils ont les médias, qui placent leurs politiciens aussi pour influencer les médias publics. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une égalité médiatique du pour et du contre quand il y a un référendum. Ce qu'on n'a pas eu en France en 2005. Il y avait à peu près 80% du temps d'antenne qui était pour le oui. Et ce qu'ils n'ont pas non plus en Suisse. C'est un pays assez libéral, donc en fait, les milliardaires, pour avoir des médias, pour influencer les gens. Ils ont, je pense en particulier, un référendum en 2018 sur la monnaie pleine. Ça va, je fais lécher les genoux par un chien. C'est sympathique. Alors c'est pas un chien, c'est une chienne. Une chienne, oui, c'est un chien. Ouais, c'est pas partie du genre animal. Yel, voilà. Chez Yel. Yel. Cheyenne. Voilà. J'en étais, oui. Oui, 80% du temps d'antenne était pour le oui en 2005. Les gens ont quand même voté non à 55%, mais s'il y avait eu une égalité médiatique, ils auraient voté non à peut-être 80 ou 90%. Moi, j'ai voté oui, j'étais encore dans l'erreur, j'avais pas encore compris. Mais si j'avais été mieux informé, j'étais encore en train d'hésiter. J'aurais voté non. Je me suis fait avoir par l'affiche, parce que voilà, c'est agréable, pas de frontières. Moi, j'adorais voyager, les frontières. La paix en France, la monnaie aussi. La monnaie stable. Il n'irait plus en guerre. Une monnaie commune, ça peut être bien. Le problème, c'était la monnaie unique. Parce qu'en fait, en Maastricht, on avait voté la monnaie commune. On n'a jamais voté pour la monnaie unique. On peut avoir une monnaie commune, mais avec des monnaies nationales. Parce que là, on a une monnaie unique, avec des SMIC qui sont différents, par exemple, entre les pays. En fait, le vrai talent de la monnaie, on peut dire que c'est le SMIC. Quelle valeur à l'heure de travail. Donc si en France on a une heure de travail qui vaut dans les 12-14 €, puis dans les pays de l'Est de l'Union Européenne, elle vaut 6 €, avec la même monnaie, c'est un gros problème. C'est pour ça que ça crée du chômage, et c'est pour ça que les Français, après une douzaine d'années de Maastricht, ils ont voté un peu plus en majorité contre ce genre de traité, parce qu'ils voyaient que le chômage augmentait, la délocalisation des usines, destruction de la paysannerie, voilà, donc, la destruction des services publics, les postes, etc., les tribunaux, enfin voilà. C'est ça intéressant de revoter là, cette fois-ci.
pour voir ce que ça donnerait comme résultat. Bah là, il n'y a que 37, j'avais vu un sondage, il n'y a que 37% des Français qui sont pour la sortie de l'Union européenne. Hein, donc ça fait à peu près un peu plus d'un tiers. Après, bon, le traité constitutionnel, c'était autre chose. Mais c'est vrai que la colère là-dessus, sur l'Union européenne, ce qui s'est passé, Van der Leyen, tout ça, ça augmente. Voilà. On arrivait à donner une bonne image de Delors, de Simone Veil, voilà, quand on dirigeait le Parlement européen. Mais Van der Leyen, ce qui s'est passé avec le Covid, les textos secrets sur les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques, avec des clauses secrètes, des documents caviardés. Bon, c'est sûr qu'il y a plus de protestations. Hein. C'est moins glamour, on va dire quoi. Oui. C'était Kouchner qui disait, pour faire la pub du traité constitutionnel, oui, avec ce traité, enfin avec l'euro, tout ça, les gens vont plus rire, tout ça. Enfin, ah oui, on va rire. On va rire. Il aime bien le rire, Voilà, bon, c'est pas vraiment le cas, quoi, avec les suicides des paysans. Il y a eu ça comme manifestation quand même dans l'Union européenne, c'était les agriculteurs de plein de pays. Et ils avaient passé ensuite parce qu'ils ont quand même réussi grâce au RIC à préserver un peu de souveraineté nationale et préserver plus d'industrie. C'est à peu près, ils ont un taux d'industrialisation de 25%, en France il est diminué à 10%. On a détruit plein d'industries. Voilà, donc les agriculteurs se suicident moins en Suisse que dans l'Union européenne. Voilà. On est en concurrence, voilà, avec les pesticides, le Mercosur, etc. Donc on a des politiciens nationaux qui font semblant de protester alors que ça se passe au Parlement européen où en plus les députés européens des mêmes partis vont voter pour quelque chose. Et des fois ils prétendent faire des erreurs de vote. Ouais. Parce que disant on s'est trompé, donc en fait on voulait voter non. Hein. C'était les défistes, je crois que c'est trompé. Sur le pass vaccinal, ils prétendent s'être trompés. Mais là, j'avais le record d'erreurs de vote. Parce qu'en fait, il n'y a que le vote premier qui compte, même si soi-disant on s'est trompé. Mais après on peut dire non. Par rapport à donc mes les États, défistes, soit disons, ces personnes qui s'étaient trompées étaient soit des imbéciles, soit des traîtres. Alors. Ou non, ils ne sont pas traîtres, disant vis-à-vis. Imbécile, j'y crois pas, parce que bon, on est payé 7 000 € à appuyer sur un bouton. On fond le oui et le non. Ouais. Après dire évoquer la trahison, je pense pas finalement, parce que ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est tout. Hein. Et après, ça dépend qui ils trahissent. Ils ne trahissent pas peut-être leurs commanditaires profonds, mais ils trahissent leurs électeurs, le peuple. Je crois qu'ils défendent une certaine politique, mais après, voilà, c'est des gens qui peuvent avoir des dossiers sur eux. Ils ont des menaces de certains procès, il y a des affaires, il y a eu des perquisitions, etc. Donc on peut plus ou moins les menacer par rapport à des casseroles, de procès plus ou moins rapides, d'une entre guillemets justice, disons une juridiction plus ou moins gentille avec eux. Ouais, une justice assez sélective, on va dire. Comment ? Sélective. Ah oui, bien sûr. Il y a l'opportunité c'est officiel hein, en France, hein, dans le pénal, etc. Il y a l'opportunité des poursuites. Donc c'est pas systématique, donc en fait c'est opportun ou pas. Enfin, ça dépend qui t'es, tu vois. Si tu t'appelles Jean Sarkozy, on te vole ton scooter, là c'est important de mettre les moyens, tu vois, faire des empreintes digitales, etc. Mais par contre, quelqu'un de ta famille se fait agresser, bah, là ils n'ont pas le temps, ils ont trop de travail. Moi j'ai eu 20 jours d'ITT pour une agression. 9 ans après, ils voulaient mettre encore classé sans suite, même pas ordonné d'enquête. Première année, ils prétendaient avoir perdu le dossier. Enfin, c'est 20 jours d'ITT, quoi. C'est quand même 4 opérations. Et tu connaissais la personne qui elle a été interpellée sur le moment. Hein. Et elle a été relâchée après. Oui, je m'étais interpellé. Donc après on parle des notes blanches. Les notes blanches, c'est quand les juges passent des informations entre eux. Genre celui-là, écoutez, déjà celui-là c'est un indique. Alors vraiment faut y aller mollo et de l'autre côté. Celui-là c'est un gilet jaune. Là vraiment c'est un opposant qui nous embête, quoi. Il est contre le système. Donc là il faut appuyer dessus très fort. Donc voilà, le système, c'est une oligarchie. On a toujours, quoi. Selon que vous soyez misérable ou puissant, voilà, c'est la phase de La Fontaine. Hein. Que ce soit sous l'ancien régime ou sous le nouveau, on a toujours une oligarchie. Hein.
C'est vrai que déjà, d'être en démocratie. c'est vrai qu'à l'époque, La Fontaine utilisait des moyens détournés de faire entendre la vérité. Et vu les restrictions qu'on va avoir dans quelques temps, il va falloir qu'on parte en faisant de La Fontaine encore. À l'époque, ils prétendaient pas que c'était une démocratie. Hein. Il y avait les bien nés, les nobles, les ignobles. Là, ils prétendent que c'est la démocratie. À l'époque, pour Dans le publier, mensonge, ils vont plus loin. pour publier un livre, à l'époque, il fallait avoir l'autorisation, je crois, du vaisseau merci, merci à son Altesse d'avoir autorisé ou je sais pas trop quoi. Après, il y a quand même des choses qui se produisent. Là, on a eu Marlex là, qui est mort pendu, faut pas dire suicide. Il y a son éditeur qui voulait pas publier son livre. C'est dommage, il avait l'air fini. Là, je pense à Jean Edernalier. Il avait écrit un livre où il parlait de la fille de Mitterrand, tout ça. Il y a l'imprimerie qui a brûlé. Ouais. Et lui, il racontait aussi que quand il allait traverser la rue, il y a des gens qui se mettaient à côté de lui, ils disaient fais attention quand je traverse la rue. Enfin voilà, il avait des menaces, des trucs par rapport à des choses qui étaient des secrets d'État voulus par Mitterrand. Donc, ça peut être Mitterrand, mais ça peut être d'autres. Ça peut être Chirac, il y a l'affaire Boulin dont on reparle maintenant. Donc il y a des moyens à notre époque d'empêcher des publications de livres. Il y a les intérêts économiques. Hein, les éditeurs appartiennent à des grands groupes de plus en plus, il y a une concentration. Et donc quand on n'est pas chez un grand éditeur, un livre peut rester confidentiel. Ça peut être cause toujours. Hein, la dictature, c'est la ferme ta gueule, la démocratie, entre guillemets, c'est cause toujours. Donc on fait en sorte que ta voix ne porte pas, que tu sois dans une radio locale, libre, comme il y avait radio ici maintenant, où tu as très très peu d'auditeurs. Et donc les gens, ils sont dans les médias puissants, ils écoutent Radio France, RTL, les grandes chaînes de la TNT. Et voilà, il y a des choses qui passent pas ou très très peu, ou des fois très très tard dans ces médias. Parce que j'aime bien cette phrase de Guy Debord dans La Société du spectacle. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Donc voilà, moi, des fois je vois des programmes à plus de minuit qui disent des histoires qu'on n'entend pas aux heures de grande écoute. Hein. On a un cinéaste qui est mort il n'y a pas très longtemps, j'arrive jamais à retrouver son nom, là, qui a fait des films assez politiques, dont avec Patrick Devers. Il avait fait un documentaire sur l'ordre du temps solaire. Il accusait carrément dans ce documentaire la participation de Charles Pasqua, qui recevait des valises de billets d'un policier. Et c'était un des deux policiers qui est mort dans l'ordre du temple solaire. Soi-disant suicide collectif, en fait, il y avait des traces de phosphore, donc il y a eu l'utilisation de lance-flamme a priori. Donc voilà, c'est Yves Boisset le cinéaste. Donc voilà, c'est un documentaire qui a pu passer sur une chaîne publique, mais très tard et pas souvent. Voilà, des fois dans des interstices, il y a des choses comme ça qui passent dans des grands médias, mais à des mauvaises heures. Mais il faut manger beaucoup d'heures de grands médias pour pouvoir avoir quelque chose de plus potable. Et puis après, il faut les enregistrer, les montrer à des camarades. Enfin, voilà, il faut aller chercher les informations, bien sûr, la plupart des gens n'ont pas le temps. Hein. Donc on reste dans une sorte de mensonge entretenu, de version officielle ou dominante. Et c'est une lutte de diffuser les choses. Hein. On en fait partie là, ici, avec ta chaîne, avec ces manifestations, on se retrouve entre protestataires. Et voilà, il faut continuer à diffuser ce qu'on apprend et à contester toutes ces concentrations de pouvoir qui sont au détriment de beaucoup de gens qui en souffrent. Merci encore. Hein. Merci à toi d'être là. Et à toi aussi d'être là.